Valérie Pécresse, investie candidate de la droite à la présidentielle. Son parti Les Républicains l'a choisie à plus de 60% des voix. Ses anciens adversaires se rangent derrière elle et lui apportent tous leur soutien. Nous parlerons de la Gambie dans ce journal. Élection présidentielle ce samedi, les bureaux de vote ont fermé. 6 candidats sont en lice. 5 ans après la chute du dictateur Yahya Jammeh, on retrouvera notre envoyée spéciale, Sarah Sacco. Et puis le pape poursuit sa visite en Grèce. Il dénonce une Europe déchirée par les égoïsmes nationalistes. Lui qui doit se rendre demain sur l'île de Lesbos, où des milliers de migrants vivent toujours dans des conditions extrêmement compliquées. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. C'était donc le dernier grand parti à ne jamais avoir choisi une femme pour le représenter à la présidentielle. C'est désormais confirmé. Valérie Pécresse représentera donc les Républicains en avril prochain. On écoute sa réaction. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions. Elle est unie et elle part au combat avec une volonté implacable parce que la France ne peut plus se permettre d'attendre. Valérie Pécresse est donc une candidate choisie par les Républicains, elle qui est plutôt discrète, celle qui a fait ses armes auprès de Jacques Chirac, se dit désormais prête à rassembler la droite. Son portrait est signé Etanadji. Notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. C'est une première dans l'histoire politique de la droite française et c'est Valérie Pécresse qui incarne désormais le nouveau visage de cette droite républicaine. Cap sur la présidentielle de 2022 pour cette femme de 54 ans qui a méthodiquement gravi les échelons du parti Les Républicains jusqu'à devenir incontournable. Valérie Pécresse, née en juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, et suit un parcours d'excellence. Baccalauréat à 16 ans, puis HEC et ENA, elle se construit rapidement une image de femme bosseuse, méthodique et structurée. Une cacique de la droite qui fait ses armes auprès de son mentor Jacques Chirac, puis en tant que députée, avant d'obtenir différentes fonctions ministérielles sous Nicolas Sarkozy. En 2015, cette mère de 3 enfants est propulsée à la tête de la région Île-de-France. Valérie Pécresse est ensuite réélue en 2021. Elle s'est consacrée ces dernières années à la présidence de la région, sans pour autant abandonner ses ambitions nationales. Dès 2017, elle prend ses distances avec les Républicains et lance son propre mouvement politique baptisé Libre. Son credo, une droite ferme, sociale et réformatrice. Le succès est au rendez-vous. Une centaine de maires, parlementaires et autres conseillers régionaux rejoignent le mouvement. La passionnée de boxe s'est donné des coups et même si elle est aujourd'hui à la traîne dans les sondages, avec environ 10% d'intention de vote, elle a promis de tourner la page Macron. La France, sous la 5e vague du coronavirus, poursuit son avancée. 10 millions de Français ont reçu une dose de rappel. En attendant, la pression s'intensifie à l'hôpital. Le personnel soignant dénonce toujours ses conditions de travail. Une mobilisation nationale était organisée ce samedi pour la défense de l'hôpital public et du système de santé, je cite. Une manifestation à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats. Et avec le variant Omicron qui gagne du terrain, la France durcit ses règles d'entrée sur le territoire. Les voyageurs en provenance de 10 pays d'Afrique australe devront désormais présenter un test Covid négatif à leur arrivée. Et un isolement obligatoire de 10 jours est désormais imposé. Regardez. Arrivée en France pour ces voyageurs bloqués depuis une semaine en Afrique australe, après la suspension des liaisons aériennes. Chaque passager, vacciné ou non, doit montrer un test négatif effectué dans les 24 ou 48 heures avant d'en subir un nouveau sur le sol français. Des nouvelles mesures qui engendrent de l'attente pour les passagers qui ne cachaient pas leur colère ce matin à Roissy. On est bloqué depuis ce matin, ça fait 3 heures à peu près qu'on est arrivé et on ne peut toujours pas sortir. C'est la désorganisation totale. Nous, on a une correspondance. Une dame a raté son avion. En entassant des vols qui viennent de l'île Maurice, dans un couloir qui est un goulot d'étranglement avec un vol qui venait d'Afrique, des vaccinés et des non-vaccinés ensemble. Désormais, seuls les ressortissants européens et les diplomates peuvent entrer en France depuis ces 10 pays d'Afrique australe classés rouge écarlate. Tous doivent respecter une quarantaine de 10 jours, même s'ils sont testés négatifs. Des restrictions nécessaires selon le gouvernement, en raison de la menace du variant Omicron.
Il y a une contrainte. Moi, je suis désolé pour les passagers qui reviennent de leurs vacances à l'île Maurice, mais il y a juste 66 millions de Français qui attendent qu'on mette en place un cadre drastique pour garantir qu'on protège le pays vis-à-vis de ce variant. Les voyageurs qui ne respecteraient pas la quarantaine risquent une amende de 1 500 €. La tournée du président français dans les pays du Golfe s'achève ce soir avec la signature de contrats juteux, avec la vente de 80 Rafales hier aux Émirats Arabes Unis. Airbus va également fournir 26 hélicoptères civils à une société saoudienne, tandis que le français Veolia a lui remporté un contrat de gestion des services d'eau potable à Riyad. Emmanuel Macron a par ailleurs rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman, vous le voyez, et ce 3 ans après l'assassinat de notre confrère Jamel Khashoggi. Écoutez, Emmanuel Macron, il a évoqué le sujet. Nous avons parlé de tout absolument sans aucun tabou avec Mohamed Ben Salman, et nous avons pu évoquer évidemment la question des droits de l'homme, évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct, je l'espère efficace. La Gambie choisit son futur président. 6 candidats sont en liste, dont le sortant, Adama Barrow. Un scrutin qui se joue à un seul tour, 5 ans après la chute du dictateur Yahya Jammeh, chassé du pouvoir après 22 ans d'un régime autoritaire. On va prendre la direction du pays tout de suite, où nous attend notre envoyée spéciale, Sarah Sacco. Bonsoir à vous, Sarah. Vous avez suivi le vote et désormais, les bureaux sont fermés. Presque fermé, Zora, parce que je me trouve dans le quartier de Sukuta, et ici, eh bien, il y a encore la queue. En fait, les bureaux ferment officiellement à 17h GMT, mais quand les électeurs étaient en file d'attente, eh bien, ils ont le droit de faire leur devoir électoral. En fait, c'est vraiment le signe de l'affluence, de la forte affluence qu'il y a eu aujourd'hui. Les gens sont sortis nombreux. On a vu beaucoup de jeunes, des mamans avec des très petits enfants, des personnes âgées même qui avaient du mal à se déplacer, qui étaient aidés par leur famille. Vraiment une forte mobilisation. Et quand on leur posait la question, les gens expliquaient qu'ils tenaient à venir faire entendre leur voix, que pour eux, eh bien, rien n'était joué dans cette élection et qu'ils tenaient à se déplacer pour soutenir leur candidat. Un jeune m'a expliqué, à l'époque de Yahya Jammeh, eh bien, on avait l'impression qu'il contrôlait tout le système, que les jeux étaient faits. C'est très différent aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans les files d'attente. Alors, il n'y a pas eu d'incident majeur au cours de cette journée de vote. Cela s'est passé dans le calme, avec beaucoup de patience. J'ai rencontré un monsieur qui avait attendu 7 heures pour voter, qui avait quand même le sourire. Les gens exprimaient de nombreuses attentes. Ce qui va se passer maintenant, quand le bureau aura effectivement fermé, eh bien, le dépouillement aura lieu dans la foulée. Ici, vous savez, on compte les billes. Les électeurs utilisent des billes qu'ils glissent dans l'urne à l'effigie de leur candidat. Les dépouillements auront lieu dans chaque bureau de vote, et puis les résultats seront ensuite compilés au niveau de la commission électorale indépendante. C'est une élection à un seul tour, et le résultat est attendu normalement dès demain matin. Sarah Sacco, envoyée spéciale de France 24 en Gambie. Merci à vous, Sarah. Et puis cette information maintenant, ce bilan plutôt, toujours provisoire, au moins 31 morts et plusieurs blessés après cette attaque dans le centre du Mali. Information confirmée par des responsables locaux. C'est un bus qui a été attaqué par des hommes armés. Les faits se sont déroulés dans la région de Mopti, tristement connue pour être régulièrement ciblée par ce genre d'attaque. Cette révolte verte maintenant qui secoue la Serbie, des milliers de personnes ont bloqué des routes et des ponts du pays, en cause une nouvelle loi d'expropriation qui doit permettre la généralisation des concessions minières. Laurent Rouy est notre correspondant sur place. Donc aujourd'hui, les activistes écologistes de Serbie ont réussi pour la 2e semaine consécutive à bloquer le pays en empêchant la circulation dans les centres-villes et sur les axes principaux. Ici à Belgrade, il y avait plusieurs points de blocage, dont notamment la principale autoroute qui passe en centre-ville, autoroute sur laquelle donc je me trouve, et où vous pouvez voir qu'il y a effectivement un grand nombre de manifestants et que les voitures sont à l'arrêt. Alors l'ambiance est extrêmement détendue, contrairement à la semaine dernière
la police n'est pas présente et il n'y a pas eu à Belgrade d'incident aussi bien sur l'autoroute que sur les gros ronds-points et sur les autres ponts de la ville. En revanche, dans certaines communes de province et notamment à Novi Sad, il y a eu un certain nombre d'altercations entre les manifestants et des groupes non identifiés, peut-être des groupes de supporters de football, avec donc quelques bagarres, quelques blessés légers, mais globalement l'atmosphère a été plutôt détendue. Ici à Belgrade, cette protestation ressemblait à une grande promenade du week-end et la plupart des manifestants se sont contentés de faire des allers-retours sur le pont alors que les voitures ne circulaient pas ou alors ont bloqué les principaux points du centre-ville. Le but de la manifestation est d'empêcher l'adoption de nouvelles lois qui, selon les manifestants, pourraient nuire à la situation écologique en Serbie. Il s'agit d'empêcher la signature de la nouvelle loi sur les expropriations qui permet donc d'exproprier relativement facilement des propriétaires de terrain qui ne souhaiteraient pas vendre leur propriété, notamment à une concession minière, puisque le grand problème vient avant tout d'un projet de mine de lithium qui serait exploité par Rio Tinto et qui est extrêmement clivant ici. Le pape est arrivé ce samedi à Athènes, première étape de son voyage qui l'emmènera demain sur l'île grecque de Lesbos, où les migrants sont nombreux à y vivre dans des conditions particulièrement difficiles. Une visite symbolique mais aussi hautement politique. Le souverain pontife a également rencontré la présidente grecque, Etanagi. C'est une visite pour l'histoire. Le pape François à Athènes, aux côtés de la présidente grecque, pour, dit-il, renforcer les liens de l'Église catholique avec ses frères de foi, les chrétiens orthodoxes. Ces deux courants du christianisme sont séparés depuis le schisme de 1054 entre Rome et Constantinople. Alors cette visite papale, la première en 20 ans, a une forte valeur symbolique. Depuis cette ville, berceau de la civilisation, que le message qui élève notre regard vers les autres continue de résonner. Verso l'alto e verso l'altro. Ici en Grèce, les catholiques ne représentent qu'1,2% de la population. La grande majorité est orthodoxe. Et les relations entre les deux rites sont très compliquées, depuis le sac de Constantinople de 1204. Le gouvernement grec redoute même des manifestations antipapistes emmenées par des fondamentalistes orthodoxes, même si de nombreux religieux appellent désormais à l'union des chrétiens. Nous attendons de la visite du pape qu'il construise des ponts et non des murs. Une visite placée sous le signe de l'union entre tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou autres. Un message d'union, mais également de solidarité avec les migrants. Sur cette question, le souverain pontife a dénoncé une Europe déchirée par les égoïsmes nationalistes. Le pape François est attendu ce dimanche à Lesbos. Il y était allé en 2016 déjà, pour apporter son soutien aux réfugiés. On aimerait lui faire part de nos problèmes dans le camp. Je pense que c'est une bonne personne et qu'il nous comprendra. Sur cette île emblématique de la crise migratoire, l'afflux de migrants est incessant. Au moins 30 nouveaux demandeurs d'asile y ont accosté mercredi. Prochain journal dans 15 minutes. Votre programme avec la Caisse des Français de l'étranger, assurance santé et retraite. La CFE, la sécurité sociale des expatriés.